Donc, Yorana, moi c'est Toté François. Je suis pneumologue, donc spécialiste des maladies des poumons et aussi oncologue thoracique, spécialiste des cancers du poumon. Donc, je suis au Taoné depuis fin 2017. Donc là, ce soir, donc, je remercie les organisateurs, les Amazones, l'ICPF pour l'invitation. Donc, le sujet, c'était quel traitement pour le cancer du poumon après le diagnostic. Donc, on va discuter de tout ça. J'ai essayé de développer le sujet pour le grand public, mais il ne faut pas hésiter à m'interrompre pendant la présentation si vous avez des questions, si vous voulez plus de précision. Voilà. Donc, après le diagnostic, on va faire une évaluation, on va voir le malade, on va essayer de voir comment est-ce qu'il est le malade, est-ce qu'il peut recevoir un traitement, quel type de traitement. Donc, à chaque fois, pour ceux qui ont vécu la maladie ou qui ont une maladie assez similaire, vous savez que on essaye de classer la maladie, savoir si la maladie est à un stade précoce, si y a un stade avancé, et comment est-ce qu'on peut faire pour soigner la maladie au mieux. On va discuter un petit peu des traitements locaux régionaux. Si on peut enlever le cancer, c'est mieux. Si on ne peut pas, on va discuter des traitements systémiques. Systémique, ça veut dire un traitement qui va diffuser dans tout le corps. Ça peut passer par les veines, de la chimiothérapie, ça peut passer par des cachets, de la chimiothérapie, par la bouche. Après, on va discuter un petit peu des stratégies selon le stade de la maladie, à quel stade on découvre la maladie. Et on va aussi discuter des soins de support, c'est des soins qui vont en parallèle du traitement spécifique pour accompagner nos malades au mieux. Et après, on va discuter un petit peu des perspectives à l'avenir, quelles sont nos difficultés aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend pour demain, peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Donc, l'évaluation initiale, donc après qu'on ait posé le diagnostic d'un cancer du poumon, on va voir quel type de cancer du poumon c'est exactement. Il y a 2 grandes familles, on va revenir un peu là-dessus, mais on va essayer de voir est-ce que c'est plutôt un cancer à petites cellules CBPC ou est-ce que c'est un cancer non à petites cellules. C'est très important de savoir quel type de cancer c'est avant d'entamer un traitement. On va voir le stade de la maladie, la tumeur, le cancer fait quelle taille, est-ce qu'il y a des ganglions qui sont malades, est-ce que le cancer a eu le temps de faire des métastases qui soient partis ailleurs. On va regarder dans certains types de cancers, est-ce qu'il faut faire vraiment la chimio sur le cathéter, la chambre implantable, ou est-ce qu'il vaut mieux pas donner de la chimio par la bouche. On va regarder l'état général du patient. On va regarder est-ce qu'il y a des maladies à côté, du diabète, le cœur fatigué, est-ce que c'est une personne très âgée, son état général. Et aussi, surtout, on va discuter avec le patient, ses préférences. On va voir par la suite que des fois, on peut avoir l'option entre un ou un autre traitement et la décision finale va revenir au malade. Donc le bilan d'extension, souvent c'est un scanner des poumons pour voir où c'est la tâche, la tumeur, le cancer sur les poumons, est-ce qu'il y a des ganglions ou pas. On en profite pour faire un scanner du ventre, être sûr que la maladie ne soit pas partie sur le foie, sur d'autres organes du ventre. On essaye de faire une IRM de la tête parce que c'est l'examen qui est le plus précis pour la tête. Quand on a trop de délai pour avoir l'IRM, on peut faire un scanner de la tête à la place, un scanner avec une injection de produit. Et dans certains cas, on fait aussi le scanner en couleur, le TEP scanner. Actuellement, c'est vrai qu'il faut évassaner nos malades vers la Nouvelle-Zélande pour avoir le TEP scanner pour le cancer du poumon. Peut-être dans les années qui arrivent, on aura le TEP scanner localement. Ça, c'est un examen qui est très précis pour cartographier un petit peu la maladie, savoir est-ce qu'il en a ou s'il n'y en a pas ailleurs, être sûr que la maladie soit bien localisée, dans certains cas, avant d'aller à la chirurgie. Après, quand on a fait la biopsie, on envoie aussi des petits morceaux en France pour faire des analyses un peu plus poussées, pour savoir comment est-ce qu'on va traiter le cancer, est-ce qu'il faut mettre des cachets, plutôt de la chimiothérapie classique. Après, il y a toute l'évaluation fonctionnelle en fonction de si on veut opérer quelqu'un, il faut être sûr qu'il ait un bon souffle, parce qu'on va peut-être enlever une partie du poumon. Est-ce que le poumon restant va être suffisant pour qu'il ne soit pas handicapé dans sa vie de tous les jours? Donc ça, c'est important. Est-ce qu'il n'a pas de problème cardiaque, etc. Donc, en gros, le cancer du poumon, la majorité des cas, c'est des cancers non à petites cellules.
des cancers qui vont évoluer un petit peu plus lentement. Et dans un certain nombre de cas, dans 15% des cas, c'est des cancers bronchiques à petites cellules. C'est très important de faire la distinction, parce que par exemple, dans le cancer bronchique à petites cellules, on va le voir, ça peut aller très très vite, et des fois, on est obligé de faire des traitements en urgence. Donc, dans la grande majorité des cas, des cancers non à petites cellules, c'est sur les biopsies, les médecins qui sont au laboratoire, qui regardent au microscope, vont nous dire c'est un cancer bronchique, un cancer du poumon non à petites cellules. Dans la grande majorité des cas, c'est des adénocarcinomes. Après, c'est des épidermoïdes, mais peu importe les noms. Ce qui est important de savoir, c'est que dans les adénocarcinomes, on va envoyer un petit morceau en France pour qu'il fasse des analyses, pour nous dire un petit peu plus sur l'identité de ce cancer. Quel type de traitement va le mieux fonctionner là-dessus. C'est pour ça que des fois, on a un petit peu de délai pour démarrer un traitement, parce qu'il nous faut un peu plus d'informations sur le cancer. Généralement, c'est des cancers qui évoluent un petit peu plus lentement que leurs cousins à petites cellules. Il peut y avoir des mutations, des anomalies, où on peut mettre des traitements par la bouche avec des bonnes réponses. Voilà. Et dans les stades précoces, on peut aller à la chirurgie, on peut faire de l'immunothérapie dans ce type de cancer, avec des fois des réponses qui sont prolongées. Et on a les cancers à petites cellules, donc dans 15% des cas. Là, on est très embêté parce que c'est un cancer qui est plutôt agressif, qui grossit vite. On le trouve surtout chez des fumeurs, des gros fumeurs, avec une maladie, dans la majorité des cas, quand on découvre ce cancer, est déjà un stade métastatique. Il a déjà fait des métastases ailleurs. C'est très sensible à la chimiothérapie au début, mais après, ça a tendance malheureusement à rechuter de manière assez rapide. On reprend une chimio, ça peut fonctionner, ça rechute. Voilà pour ce type de cancer. On va passer à la diapo suivante. Dans les types de traitements, comme dans tout cancer, le plus tôt on diagnostique le cancer, le mieux c'est. Si c'est un tout petit cancer, peut-être le chirurgien il peut venir, il enlève, et après on est guéri, on n'en parle plus. Donc la chirurgie, ça reste quand même le traitement de référence pour le cancer du poumon, mais à un stade localisé, quand c'est encore petit. Il y a différents types de chirurgie. Il y a 3 lobes. Le poumon à droite, il est séparé en 3. On peut en enlever 1, 2. Des fois, on enlève tout le poumon. C'est la pneumonectomie. À gauche, le poumon, il est séparé en 2. On peut en enlever 1 ou 2. Voilà. Aussi, dans la chirurgie, au fil des années, les chirurgiens, ils se perfectionnent, ils s'améliorent. On a différents types de chirurgie. Soit on fait une chirurgie moins invasive possible, ils font des petits trous, ils mettent des caméras, ils travaillent avec des pinces, avec la caméra pour enlever le cancer. Ou des fois, ils font une incision entre 2 côtes, ils écartent pour enlever la partie malade. Et pour ça, il y a des étapes à franchir avant d'aller à la chirurgie. Il faut être sûr déjà que le malade ils sont en état pour aller à la chirurgie, qu'ils sont en bon état général, etc., qu'il n'ait pas trop de comorbidités, d'autres maladies. Par exemple, quelqu'un qui a le cœur très très fatigué, il ne pourra pas bien supporter cette chirurgie. Il n'y aura peut-être pas de chirurgie pour lui. Et aussi en fonction des préférences des malades. Il y a des malades qui ont très 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 peur de la chirurgie et qui ne vont pas vouloir de la chirurgie. Il va falloir proposer d'autres traitements. Donc un autre traitement qu'on peut proposer, un traitement toujours local, loco-régional, c'est la radiothérapie. Donc la radiothérapie peut intervenir dans 3 cas différents. Premier cas, le cancer il est toujours très petit, mais le malade il est trop fatigué ou il a une insuffisance respiratoire, il a déjà des difficultés à respirer. Si on lui enlève un morceau de poumon, il aura encore plus de difficultés après l'opération. Donc on ne peut pas l'opérer. Et là, on peut proposer de la radiothérapie, des grosses doses en peu de séances, vraiment une radiothérapie ablative pour essayer, entre guillemets, de brûler toute la tumeur, de l'enlever complètement, sans opérer le malade. Donc on peut avoir des bons résultats. Jusqu'à dans 9 cas sur 10, la tumeur ne va pas repousser là où on a fait de la radiothérapie. Et ça nous permet de traiter des malades qui ne sont pas opérables parce qu'ils sont trop âgés, ils ont des gros problèmes de santé à côté.
ou c'est parce que des malades, ils refusent la chirurgie, on leur propose autre chose, on leur propose la radiothérapie. Dans des stades un petit peu plus avancés, la tumeur est toujours dans le poumon, le cancer est toujours dans le poumon, mais il a eu le temps de faire des ganglions à côté. Le chirurgien, il peut enlever le morceau de poumon avec le cancer, mais il va avoir du mal à enlever tous les ganglions, surtout si les ganglions sont tout près, tout proches des gros vaisseaux. Du coup, au lieu d'opérer, on va faire de la radiothérapie, plus de la radiothérapie sur les ganglions, et en même temps, pour favoriser l'action de la radiothérapie, on va perfuser de la chimiothérapie en même temps. Ça s'appelle de la radiochimiothérapie. On a des bons résultats aussi avec, et de nos jours, on renforce ce traitement avec de l'immunothérapie, on va en discuter après. Et la radiothérapie peut être utilisée de manière palliative. On n'a pas de solution pour guérir le malade, mais par exemple, on a des lésions au niveau de la tête. Le cancer du poumon a eu le temps de faire des métastases, des petits au niveau de la tête. On peut faire de la radiothérapie s'il n'y en a pas beaucoup des lésions, que sur une, deux, trois lésions au niveau de la tête pour les contrôler, les faire diminuer. Ou sinon, quand il y en a beaucoup sur la tête, on peut irradier quasiment tout le cerveau. On essaie de préserver certaines zones et ça permet de contrôler la maladie au niveau de la tête et d'éviter que les malades ils peuvent d'évoluer vers de la paralysie ou des crises d'épilepsie, des choses comme ça. On peut aussi faire de la radiothérapie sur l'os pour calmer la douleur. Le cancer du poumon, malheureusement, a tendance à faire des métastases sur les os, notamment sur la colonne vertébrale. Et des fois, nos malades sont très, très douloureux. On fait de la radiothérapie, ça consolide l'os, ça détruit les cellules cancéreuses dans cette zone-là, et ça soulage la douleur. Donc ça, c'est de la radiothérapie palliative. On l'utilise aussi quand il y a des saignements. Ça peut faire resserrer les petits vaisseaux et arrêter les saignements, que ce soit dans les poumons ou ailleurs. Donc là, c'est un cas, par exemple, d'une patiente de 74 ans qui habite sur la côte Est et qui ne consulte pas les médecins, n'a pas beaucoup de suivi. Et comme elle toussait beaucoup, finalement, elle a eu une radio. Il y avait une tache sur son poumon en bas à droite. On a fait un scanner. On voit qu'il y a une lésion là, qu'on a biopsiée. On a demandé au radiologue de prendre une aiguille, d'attraper des petits morceaux. Et c'est bien un cancer du poumon qu'elle a. Sauf qu'elle a 74 ans, elle a beaucoup fumé, elle a des difficultés respiratoires et on ne peut pas lui proposer de chirurgie. Donc on va lui faire de la radiothérapie qu'elle a eue en août-septembre 2023. Je l'ai revue en début d'année. On voit que la tumeur a disparu. Il y a des séquelles comme ça c'est normal, c'est la radiothérapie qui laisse des traces. Mais cette patiente, on a réussi à la soigner avec la radiothérapie. Voilà. Là, c'est un patient de 40 ans qui fumait, que je connais, qui est de 2018, avec un cancer du poumon, mais qui est proche des gros vaisseaux. Et pareil, c'est trop proche des gros vaisseaux, on ne peut pas l'enlever chirurgicalement. Du coup, on lui a proposé à lui de la radiochimiothérapie. Et là, je l'ai revu au mois de mai de cette année. Il avait 40 ans à l'époque, maintenant il a 47 ans. Et il est toujours là, il a été guéri de ce cancer par de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Alors, la chimiothérapie. La chimiothérapie, il y a plusieurs cas de figure dans le cancer du poumon où on l'utilise. Des fois, le cancer, il est toujours localisé au poumon, un petit peu trop gros pour que le chirurgien puisse l'enlever facilement. On va faire de la chimiothérapie avant pour essayer de faire diminuer. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est dans ce cas de figure, de nos jours, on peut rajouter de l'immunothérapie. On va en parler après de l'immunothérapie. C'est un médicament où des fois on arrive à faire bien diminuer le cancer et après le chirurgien il opère. Donc c'est de la chimio-immunothérapie néoadjuvante avant le geste chirurgical. Et des fois, on a notre patient, on a fait le scanner et tout, on voit que c'est sur le poumon, c'est pas trop gros. On l'envoie en chirurgie, il enlève, et quand le chirurgien il enlève, il trouve des ganglions finalement. Il dit la maladie finalement est à un stade un petit peu plus avancé qu'on pensait. Et après la chirurgie, comme les cellules cancéreuses sont parties de la tumeur, sont allées dans le petit ganglion, même si on a enlevé les ganglions, peut-être qu'il y a des petites cellules qui sont encore présentes, qui se baladent.
Donc on va rajouter de la chimiothérapie après la chirurgie pour essayer de tuer toutes les cellules cancéreuses et obtenir une guérison. Et dans des cancers mutés, on peut donner aussi des cachets par la bouche après la chirurgie. Sinon, dans la majorité des cas, malheureusement, on diagnostique nos cancers dans 3 cas sur 10 à stade avancé, métastatique. Et là, on va faire une chimio-immunothérapie palliative. Qu'est-ce que ça veut dire? On pallie au fait qu'on ne puisse pas garantir une guérison au malade. Comme on ne peut pas garantir une guérison, faire une chirurgie pour guérir. On met un traitement qui est là pour contrôler la maladie, faire diminuer le cancer le plus possible, avoir le moins de souffrance possible liée à ce cancer et prolonger la vie. Donc ça, c'est important de l'expliquer aux malades. On ne garantit pas la guérison avec. On essaye que ça diminue, que ça ne fasse pas d'autres métastases, d'autres petits, pour éviter que ça fasse plus mal ou que ça fasse mal. Et après, on les surveille et on réadapte le traitement au fur et à mesure des traitements. Qu'est-ce que c'est l'immunothérapie? L'immunothérapie, quand je vois mes malades, c'est quoi l'immunothérapie? Je leur explique. Tous les jours, on a des mauvaises cellules, des cellules qui sont vieilles dans notre corps ou qui sont anormales, etc. Sauf que nos petits soldats, ils arrivent à les détecter, à les éliminer. C'est pour ça que tout le monde ne fait pas un cancer tous les jours, que ça ne concerne pas tout le monde. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il y a des cellules qui vont être anormales et qui vont avoir un développement anarchique. Et nos petits soldats, notre système immunitaire ne va pas arriver soit à les détecter, parce que ces cellules cancéreuses tumorales sont camouflées, soit parce que nos cellules immunitaires, nos petits soldats, sont endormis. Donc l'immunothérapie, c'est pour réveiller nos petits soldats, qu'ils aillent lutter contre le cancer, et aussi pour enlever le camouflage et démasquer ces cellules tumorales pour qu'à nouveau, notre propre corps, nos propres cellules immunitaires, nos petits soldats, puissent aller lutter contre le cancer. Il y a plusieurs types d'immunothérapie. On peut l'utiliser tout seul, comme je vous disais tout à l'heure, en fonction des fois du malade, de son souhait. Un malade qui a un cancer du poumon à un stade métastatique, mais qui a un petit marqueur qui dit que l'immunothérapie pourrait bien marcher. De nos jours, on peut lui proposer soit de l'immunothérapie seule ou de l'immunothérapie combinée avec de la chimiothérapie. Donc ça, c'est une discussion à avoir avec les malades en fonction aussi des autres maladies qu'il a. Ça devient de plus en plus rare d'avoir de l'immunothérapie en deuxième ligne parce que de nos jours, quasiment tous nos malades, ils ont droit à l'immunothérapie dès la première ligne, dès le premier traitement du cancer du poumon. Et après radiochimiothérapie, on peut rajouter 1 an d'immunothérapie pour consolider le traitement, éviter qu'il y ait des rechutes. Voilà. L'avantage de l'immunothérapie, c'est que quand ça marche bien, ça marche bien et longtemps. C'est-à-dire, dans les études, ils avaient donné de l'immunothérapie pendant 2 ans. Dans la plupart des pays, nous aussi on essaye de le faire, au bout de 2 ans, on arrête. Et on a des malades, ils ont fait les 2 ans d'immunothérapie alors qu'ils avaient un cancer métastatique qui avait déjà fait des petits ailleurs. Au bout de 2 ans, on arrête, on continue à les suivre, 3e année, 4e année, 5e année. Malgré le fait qu'il n'y ait plus de traitement anticancéreux, ils gardent une bonne réponse, la maladie ne repousse pas, le cancer, il est bien endormi. Donc quand ça marche bien l'immunothérapie, ça peut marcher longtemps. Et aussi, on a moins d'effets secondaires de manière systématique qu'avec la chimiothérapie. Il y a certaines chimiothérapies, les taxanes par exemple, qui font tomber les cheveux. Ça, c'est systématique. Voilà. Mais avec l'immunothérapie, les effets secondaires, c'est très variable. Dans 8 cas sur 10, il ne se passera strictement rien comme effet secondaire. Mais dans 2 cas sur 10, ça peut trop réveiller nos petits soldats qui s'emballent. Au lieu de traiter que le cancer, ils vont sur la peau, ça peut donner de l'eczéma. Ils vont sur le côlon, ça peut donner des diarrhées, des effets secondaires. Alors, l'immunothérapie. Là, c'est un cas d'un malade assez étonnant. Je ne dis pas que tous les malades sont comme lui. C'est un malade qui a 61 ans quand on l'a connu en mars 2018. Il était en chirurgie parce qu'il a d'autres problèmes de santé, diabète, les vaisseaux bouchés. Ils avaient coupé une jambe parce que le sang passait plus bien. Et on lui découvre un cancer du poumon à l'époque, à cet endroit.
Il y a un peu de liquide dans les poumons, on ne sait pas trop ce que c'est. On dit ben, son cancer a peut-être déjà fait des petits au niveau de l'enveloppe du poumon. Donc on lui propose de l'immunothérapie. Il vient, il fait une cure d'immunothérapie, après il rentre chez lui, il discute avec l'entourage et tout, fait du Rao-Tai-Chi, etc., peu importe. On le perd de vue, on n'arrive plus à le joindre, etc. Et après, un jour, il revient dans le service par les urgences parce qu'il fait une petite infection des poumons. Donc de mars 2018, on le retrouve en septembre 2022, il avait 61 ans, il a 66 ans, et ce qui reste de son cancer, c'est ça. Donc c'était pour illustrer que quand l'immunothérapie, ça réveille notre corps, réveille nos petits soldats, ça peut bien marcher et marcher longtemps. Oui, bien sûr. C'est pas guéri tout seul, c'est juste qu'avec l'immunothérapie, on a réveillé son système immunitaire qui a à nouveau reconnu que les cellules cancéreuses étaient des cellules anormales qu'il fallait les éliminer. Donc les a éliminées petit à petit, et il a gardé un peu, entre guillemets, comme un vaccin contre le cancer, où son corps sait que les cellules cancéreuses ne sont pas des bonnes cellules et qu'il faut les éliminer. C'est pas la chimio, la chimio c'est entre guillemets comme le poison, il faut mettre le poison pour tuer. Là, l'immunothérapie, c'est vraiment, on réveille notre propre système immunitaire, nos propres soldats. Et des fois, ils gardent en mémoire ce réveil, cette action contre le cancer, et ils travaillent en autonomie sans qu'on ait à perfuser à nouveau de l'immunothérapie. Mais généralement, il faut faire 2 ans d'immunothérapie. Mais dans des cas un peu exceptionnels, le système immunitaire s'est bien réveillé et continue à faire son travail. Et on ne peut pas passer directement à cette méthode-là? Ça marche, ça peut bien marcher, mais ça marche malheureusement pas chez tout le monde. Lui, par exemple, il avait un marqueur qui était très élevé. On regarde sur les cellules tumorales, est-ce qu'il y a un marqueur, le PD-L1. Il regarde le nombre de cellules qu'il a. Quand on est au-dessus de 50%, on peut utiliser l'immunothérapie seule. Il y a des chances que ça fonctionne. Quand c'est à 80-90%, c'est que ça va très bien marcher. On est plutôt enclin à faire que de l'immunothérapie. Mais des fois, le marqueur, il est à 0, il est entre 0 et 49. On ne peut pas faire que de l'immunothérapie, du coup, on fait chimio plus immunothérapie. Ou des fois, le cancer il est tellement agressif, on se dit, l'immunothérapie va peut-être fonctionner, mais peut-être qu'il faut un petit coup de pouce, et on met la chimio en plus. Donc ça, c'est un cas un peu exceptionnel, mais il y a d'autres cas où lui, par exemple, on l'a connu en septembre 2023, un homme, un cancer du poumon, 61 ans, avec un cancer qui est assez proximal, qu'on ne peut pas enlever, d'autant plus qu'il a des métastases, des petits nodules dans le poumon. Et on va lui faire de la chimiothérapie, plus de l'immunothérapie, parce que son cancer est agressif, parce que le marqueur n'est pas très élevé. Et au bout de 4 cures de chimio plus immunothérapie, donc à peu près au bout de 3 mois et demi, on arrête la partie chimio, on ne lui laisse que l'immunothérapie. Et là, on est en mai 2025, donc on est à 1 an et demi, et on ne voit plus la tumeur à cet endroit. Les nodules dans les poumons ont disparu. Donc il approche de ses 2 ans de traitement. Donc on va essayer d'arrêter l'immunothérapie. Dans ces cas-là, on essaye de faire un scanner en couleur avant, un TEP scanner, pour être sûr. Parce que nous, on voit que ça a bien fondu, mais on ne sait pas trop ce que c'est ça. Donc le scanner en couleur va nous dire, si ce n'est pas rouge, c'est que c'est bon, on arrête le traitement. Si c'est rouge, peut-être qu'il faut pousser un petit peu plus le traitement. Il y en a d'autres cas qui sont encore plus compliqués, parce que l'immunothérapie, quand ça marche très bien, mais des fois, ça nous donne plus de questions que de réponses. Par exemple, ce monsieur des Tuamotu, 63 ans, qu'on nous a adressé mi-2024, parce qu'il a travaillé à Moroa et qu'il fume. Du coup, le médecin qui suit les anciens travailleurs de Moroa a dit je vais lui faire un scanner pour être sûr qu'il n'ait pas de cancer du poumon. Et malheureusement, ce malade, il n'a pas un cancer des poumons, mais il en a 2. C'est-à-dire là, il a un adénocarcinome du poumon et en bas, il a un épidermoïde du poumon. Donc on est un peu embêté, on lui fait chimio plus immunothérapie. Plutôt pour l'épidermoïde, il avait des métastases aussi au niveau du foie. Et on commence en juillet-août 2024 et en décembre,
Son adénocarcinome a grossi, mais son épidermoïde a bien fondu. Un peu embêté, on se dit, bon, c'est peut-être l'immunothérapie qui va finir par fonctionner, on pousse un petit peu. Et en mai 2025, ça commence à diminuer son adénocarcinome, et son carcinome épidermoïde est toujours en réponse par rapport au traitement. Donc des fois on a des succès, des fois on a des demi-succès, il faut bien savoir manier ce nouveau traitement. Et il est toujours vivant maintenant? Oui, il est toujours avec nous. Alors, il y a eu en 2005-2006 une vraie révolution dans le cancer du poumon parce qu'à ce moment-là, on a réussi à bien comprendre l'identité de certains types de cancers du poumon. Dans les cancers bronchiques non à petites cellules, il y a les adénocarcinomes. Et dans les adénocarcinomes, quand on en voit des petits bouts en France, et on regarde s'il n'y a pas des mutations, c'est-à-dire une anomalie qui fait que cette anomalie seule, entre guillemets, a favorisé tout le cancer. Donc si on bloque cette anomalie, on arrive à bien traiter le cancer. C'est-à-dire on fait un traitement, une thérapie ciblée qui cible vraiment cette anomalie, cette mutation. La mutation la plus fréquente, c'est le GFR, avec différents types de traitements. Au fil des années, ils ont mis une première génération, une deuxième, une troisième génération. On a des bons résultats. Après, il faut savoir qu'on va en rediscuter un petit peu plus tard, mais les cellules cancéreuses, des fois, ils arrivent quand même à trouver une voie d'échappement, ils arrivent à trouver des mécanismes de résistance. Il y a aussi les cancers ALK, mutation de l'EGFR. Ici, on est plutôt à peu près à 16% de nos malades. ALK, c'est moins, on est plutôt à 3%. Mais ALK, quand ça fonctionne bien et longtemps. Après, il y a d'autres anomalies. Il y a de ROS1, c'est peut-être 1% de nos malades. Il y en a très peu. On a des BRAF comme dans le mélanome, avec les mêmes médicaments que dans le mélanome. On a pas mal de KRAS G12C. Le problème, c'est qu'il y avait des médicaments, mais qui étaient en accès précoce, accès compassionnel. Et comme ils n'ont pas eu un remboursement, on ne peut plus mettre de nouveaux malades, mais on a quelques malades qui ont pu rentrer en accès compassionnel, donc ils ont ce traitement. C'était un peu pour illustrer qu'on arrive à démembrer. Le cancer du poumon, ce n'est pas juste le cancer du poumon. Il y a plusieurs types de cancer du poumon, et selon les types, on arrive à trouver encore d'autres types, et après on essaye de faire le bon traitement pour le bon malade. Ça, c'est l'exemple d'un monsieur de Raiatea, une cinquantaine d'années, jamais fumé, qui est arrivé chez nous parce qu'il était très essoufflé. Un cancer du poumon, le poumon qui s'est décollé, un pneumothorax de l'air dans les poumons, du liquide, avec une atteinte de l'autre poumon. Les deux poumons étaient malades. Donc ça, c'était en octobre 2023. Et lui, il avait une mutation de GFR, donc il a eu de l'osimertinib, un cachet à prendre tous les jours. Et en février 2025, il avait une bonne réponse, la lésion qui avait bien diminué. Il a gardé un peu de liquide sur le poumon, et le poumon s'était plutôt bien nettoyé de l'autre côté. Oui. Si j'ai bien compris, il n'a jamais fumé, il Oui. a quand même eu un cancer du Oui. poumon. Alors c'est dû à quoi? À l'alimentation? Non, pas forcément. Le cancer, il y a plusieurs facteurs. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, on a trouvé que dans la mutation de l'EGFR, par exemple, il y a la pollution atmosphérique, les particules fines qui y jouent beaucoup. Et on sait ici, quand on est dans les embouteillages, les pots d'échappement, il n'y a pas forcément de contrôle technique, contrôle de mesures anti-pollution des véhicules, les gros bateaux qui viennent, etc. Donc la pollution joue. Dans les facteurs de risque du cancer du poumon, le premier facteur de risque, ça reste le tabac. On reste là-dessus, c'est le tabac, tout le monde est d'accord. Après, dans les autres facteurs de risque, on a les rayons ionisants. C'est pour ça que le précédent patient, il est suivi par le médecin qui suit les anciens travailleurs de Mururoa, donc il a potentiellement été exposé à des rayons ionisants, il y a ça. Donc ça, c'est les rayons ionisants qui sont artificiels, mais il y a aussi des rayons ionisants qui sont un peu naturels. Le radon, il y a une sorte de roche volcanique qui peut émettre aussi. Et après, il y a la pollution. Il y a tout plein de choses. Peut-être des virus aussi qu'on rencontre le long de notre vie. Tout plein de choses. Mais on n'est pas à l'abri du tout. On peut attraper le cancer n'importe comment. On peut attraper le cancer n'importe comment, mais on l'attrape plus facilement si on est un fumeur.
du poumon. Mais effectivement, il y a des gens qui ne sont pas fumeurs, pas du tout fumeurs, et qui ont quand même le cancer du poumon. On ne peut pas du tout parler de génétique, c'est dû à la personne elle-même. Il y a peu de mutations qui sont transmises de mère en fille ou de père en fils et des familles de cancer du poumon. C'est exceptionnel. C'est pas comme dans certains cancers un peu gynécologiques ou la prostate où il y a les mutations de BRCA par exemple. Où on sait que si la maman, la grand-mère, les enfants, ils sont à risque de développer un cancer. Là, pour le poumon, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est un traitement. Ça, c'est un réarrangement ALK, quelqu'un qui est ALK positif. C'est une dame qui est venue nous voir pareil en septembre 2023, très essoufflée, avec des ganglions là, qui comprimaient la bronche, le tuyau qui emmène de l'air dans les poumons, des lésions dans les poumons, et qui a eu un traitement, une thérapie ciblée qu'elle prend matin et soir. Et là, je l'ai revue en juillet 2025. Elle a une très bonne réponse. On voit quasiment plus rien là. Ce qu'il y avait sur les poumons a disparu. Donc, on peut avoir de très bonnes réponses pendant plusieurs années pour ces malades. Ça, c'est un cas qui nous a beaucoup marqué dans le service parce que c'était une jeune dame. Au moment de son diagnostic, elle avait la trentaine, elle avait peut-être 34, 35 ans. Une jeune maman et qui a fait un cancer de non-fumeuse ou très peu, elle a très peu fumé. Un cancer du poumon qui était réarrangé ALK, ALK+, qui a eu un premier traitement. Sa maladie a progressé, elle a eu un deuxième traitement. Et en octobre 2018, elle progresse à nouveau au niveau de la tête, avec un tableau un petit peu effroyable, puisqu'il y avait une inflammation importante au niveau de la tête. Elle reconnaissait à peine ses proches, alors qu'elle avait des enfants en bas âge. Donc c'était assez impressionnant. Et à ce moment-là, on avait interrogé nos collègues en France et on lui avait fait venir un médicament en accès compassionnel. On avait demandé au laboratoire pharmaceutique de nous procurer le médicament de manière compassionnelle. Et on voit, d'octobre 2018, elle avait une lésion là au niveau de la tête, au niveau cérébelleux, que ça avait disparu là en février 2019. Elle a gardé le traitement jusqu'à début mi-2023, avec une très bonne réponse. Elle avait repris son travail. Voilà. Donc on peut avoir de bonnes réponses, des rechutes. On essaye de mettre d'autres traitements, mais avec des fois de belles histoires. Alors, donc pour essayer de résumer un petit peu le type de traitement en fonction des stades, quand on a diagnostiqué le cancer, on va essayer de voir exactement quel stade on est de la maladie. Stade localisé, stade avancé, stade métastatique très avancé. Des fois, il faut envoyer des petits morceaux en France pour qu'ils nous répondent est-ce que c'est mieux un traitement par la bouche ou autre. Après, on va faire une réunion de concertation pluridisciplinaire. On se réunit, les spécialistes d'organes, les pneumologues, les oncologues, les radiothérapeutes, les chirurgiens. Des fois, on a des médecins généralistes qui viennent nous donner un coup de main sur un malade qu'ils connaissent bien pour nous donner un avis. Si c'est un stade très localisé, petite taille, c'est que sur les poumons, il n'y a pas de ganglion ou un seul ganglion, le traitement idéal, c'est la chirurgie. On opère, on enlève, on n'en parle plus, le malade est guéri. Il y a quand même une surveillance, mais il est guéri. Si on ne peut pas l'opérer pour X raisons, on peut faire de la radiothérapie pour essayer de le guérir aussi. Des fois, on fait de la chimiothérapie pour faire diminuer un petit peu de taille et après on opère et on espère une bonne guérison. Quand c'est un petit peu un stade un peu plus avancé, la tumeur est dans les poumons, un peu gros, un peu trop près des vaisseaux, il y a des ganglions, on va faire de la radiothérapie associée de la chimiothérapie et après on fait de l'immunothérapie. On a quand même des bons résultats. On a des malades, comme je vous ai montré, un malade qu'on suit depuis 7 ans qui est guéri de son cancer du poumon. Quand c'est un stade métastatique, selon le type de cancer, on va regarder est-ce que c'est plutôt des cachets qu'il faut donner au malade, une thérapie ciblée, ou est-ce qu'on va partir sur de la chimio plus immunothérapie ou que de l'immunothérapie.
Donc ça, c'est les types de traitements. À côté de tout ça, il y a les soins de support. Parce que certains parmi vous le savent, quand on fait une chimiothérapie, il peut y avoir des effets secondaires, des nausées, des cheveux qui tombent, ou des picotements, des fourmillements dans les doigts, dans les orteils, des troubles digestifs, etc. Donc, la gestion des effets secondaires, soit par les équipes spécialisées en oncologie, les oncologues, les pneumo-oncologues, soit on se fait aider par nos collègues quand il y a des toxicités sévères au niveau de la peau, parce que les thérapies ciblées, des fois, ça donne comme de l'eczéma, des petits boutons, etc. On se fait aider. Support nutritionnel. En service, on essaie de faire passer la diététicienne. Quand ils sont en hôpital de jour, il y a la diététicienne, des fois qu'on fait passer à la demande pour voir l'alimentation, essayer de maintenir le poids, de reprendre du poids, d'éviter de perdre du poids. Extrêmement rare qu'on mette de la nutrition artificielle en cancérologie thoracique, mais ça arrive des fois. Quand il y a la tumeur qui vient comprimer l'œsophage, le tuyau du Mahat, ben c'est mécanique, c'est bouché. Ben soit on passe une petite sonde pour passer l'obstacle, soit on fait une gastrostomie avec une sonde qui va directement dans l'estomac pour que les malades ils puissent être nourris et continuer à lutter contre le cancer. Un soutien psychologique. Après, Toté Para va vous parler de la partie médecine intégrative, très importante, que ce soit ici ou ailleurs, mais peut-être un peu plus ici, avec nos patients polynésiens ou même non polynésiens, qui sont très attachés à leur culture, des fois à d'autres types de traitements, donc on en parle ouvertement, que ce soit du Rao Tahiti ou autre chose. Voilà. Diapo suivante. Aussi les soins palliatifs. Moi, j'avais regardé sur notre cohorte de 2019, on avait sollicité l'équipe de soins palliatifs pour à peu près 7 malades sur 10, de manière assez précoce. Il ne faut pas avoir peur de parler des soins palliatifs. Les soins palliatifs, ce n'est pas forcément que la fin de vie, c'est aussi de l'accompagnement dès le début de la maladie pour soulager les souffrances, que ce soit des souffrances physiques ou psychologiques. C'est très important que ce soit un travail d'équipe avec des spécialistes pour la douleur, des psychologues, et ne pas être que chimio, mais le à côté. Des fois, eux, ils ont peut-être un peu plus de temps pour discuter de comment ça se passe à la maison. Nous, on voit les malades, des fois on prescrit la chimio, ils ont la chimio, ils rentrent à la maison, on les revoit, on demande les effets secondaires spécifiques à la chimio. Mais à côté de ça, il y a peut-être d'autres problèmes, des problèmes socio-économiques des fois on ne s'intéresse pas assez à ces problèmes-là, notamment les pertes de revenus. Quand on a le patient qui a 50, 55 ans, qui est toujours en activité professionnelle, qui a un cancer qui lui tombe dessus, des fois il ne peut plus travailler. Le seul qui ramène des sous à la maison, il faut penser à tout ça, comment est-ce qu'on fait pour les accompagner, des fois avec des aides sociales, Cotorep, etc. Donc, les défis actuels et futurs, c'est que malheureusement, je vous ai montré des cas où ça marchait très bien, mais il y a aussi malheureusement trop de cas où ça ne marche pas assez bien, où ça ne marche pas. Donc, nos vrais défis, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas, notamment l'immunothérapie. On sait quand ça marche bien, ça peut marcher très bien et longtemps. Donc, essayer de trouver des solutions quand ça ne marche pas, ou quand ça a marché et que ça ne marche plus, trouver des solutions pour que ça remarche et que ça marche pendant longtemps. Personnaliser au maximum les traitements, mais ça demande des moyens. Il faut démembrer le cancer, voir son identité, exactement quel médicament il faut mettre dessus. Pas négliger la qualité de vie des malades entre les cures de chimio quand ils sont à la maison, quand ils ne sont pas avec nous. Être sûr qu'ils ne souffrent pas trop déjà du cancer, mais aussi des effets secondaires des traitements qu'on leur propose. On sait que les coûts des médicaments, le coût des prestations de soins sont assez élevés dans le cancer. Donc, il faut essayer de les utiliser de manière raisonnable, mais aussi d'éviter d'arriver à des stades où ça va coûter plus cher. Un cancer du poumon, prouvé à un stade précoce, on opère, il n'y a plus de soins à côté, on a opéré, c'est guéri. Un cancer du poumon stade 3, à qui on va faire de la radiothérapie, la chimiothérapie, on va faire 1 an d'immunothérapie qui a un coût, mais qui apporte quand même pas mal de bénéfices pour les malades. Et un cancer du poumon qu'on va diagnostiquer au stade 4, quand l'immunothérapie fonctionne très bien, c'est au moins 2 ans d'immunothérapie. Donc,
Comment y parvenir? C'est la prévention. Nous, ici, dans notre cohorte, jusqu'à 9 malades sur 10 fument ou ont fumé de manière conséquente. Donc, lutter contre le tabagisme. Et le dépistage précoce, c'est de ne pas banaliser certains signes et symptômes chez nos malades. Souvent, des gens qui vont tousser de manière chronique, une bronchite qui traîne, on dit c'est les tabacs, ça va passer, mais des fois, il faut pousser un peu plus loin. Pas hésiter à faire radio, scanner ou à demander un avis à un spécialiste. Un dépistage précoce, ce n'est pas encore validé sur le plan national avec des moyens qui sont mis de manière dédiée, mais il y a beaucoup d'études où des anciens fumeurs ou des fumeurs actifs, au bout d'un certain nombre de consommations de tabac, à partir d'un certain âge, vers la cinquantaine, on dit c'est raisonnable, c'est avantageux pour eux de faire un scanner. Il y en a qui disent tous les ans, d'autres qui disent tous les 2 ans. Mais ça fonctionne aussi si, de manière parallèle, on accompagne ces personnes à un sevrage tabagique, qu'ils arrêtent de fumer. Donc, l'idée, c'est d'avoir la prise en charge la plus appropriée pour chaque malade, le bon traitement pour le bon malade. Mais ça, on n'y arrivera pas juste avec scanner, biologie, etc. C'est discuter. Une fois qu'on a proposé un traitement en réunion, revoir le malade, faire les propositions. Et après, en discutant avec le malade, c'est là où on va trouver la bonne solution. Il nous arrive des fois, on a des malades qui sont en cours de traitement, ils progressent, ils vont arriver à la consultation, on voit qu'ils progressent. On ne sait plus trop quoi leur proposer parce on a utilisé pas mal de protocoles, ils sont fatigués. On ne sait pas trop, mais après, une fois que la consultation commence, qu'on commence à discuter avec les malades, des fois, ils nous donnent la solution. Eux, ils sont arrivés à un stade de la maladie où des fois, ils veulent arrêter, des fois, ils veulent aller plus loin, des fois, ils veulent faire telle chose, telle chose. C'est discuter avec nos malades et ils nous donnent souvent la solution. Et on ne peut pas terminer sans rendre hommage aux malades et à leurs entourages. Ils sont vraiment, vraiment très... Il faut les respecter dans leur choix. Je pense que c'est des épreuves qui sont très, très dures pour eux. Surtout des fois quand ils viennent des îles ou même de Tahiti, ou ils viennent de la presqu'île, les déracinés de leurs îles, quand ils arrivent chez nous à l'hôpital, ils n'ont jamais mis un pied à l'hôpital, ça peut être dur pour eux. Ils nous confient pas mal de choses. La plus grosse crainte, souffrir, mourir, ils nous en parlent. Je pense que c'est un honneur pour nous de recevoir cela et de les accompagner dans ce parcours de vie. Et on remercie aussi, c'est un travail d'équipe, tous nos collègues, que ce soit pour le cancer du poumon, en pneumologie, avec nos collègues en oncologie, la radiothérapie, la pharmacie, le laboratoire, tous ces gens, les associations comme vous, les Amazones pour les femmes. Il y a d'autres associations, des groupes de parole qui essayent de monter certains de nos malades, cancer du poumon, pour pouvoir discuter avec les malades. L'Institut de lutte contre le cancer, l'ICPF. Remercier tout ce monde, les hôpitaux, les professionnels de santé libéraux. Parce que nos malades, quand ils quittent l'hôpital, ils vont voir des infirmiers en ville, des médecins traitants, des spécialistes en ville. Remercier tout ce monde. Voilà. Si vous avez des questions, je suis là. Sinon, on pourra répondre avec Eric aux questions à la fin. Oui, je t'écoute. Il y a eu quelques petites études sur des prises de sang chez des fumeurs pour essayer de détecter de l'ADN tumoral circulant. C'est-à-dire, quand on a un cancer, les cellules peuvent se fragmenter et relarguer des petites brins d'ADN, la signature de la cellule tumorale. On essaye de les détecter. Ça ne marche pas très très bien dans la détection précoce parce qu'il y en a très peu. Nous, on l'utilise plutôt chez des malades qui sont déjà en cours de traitement, un traitement qui ne marche pas, une thérapie ciblée. On regarde dans le sang ce qui reste et on essaye de trouver pourquoi ça ne marche pas. Il y a eu d'autres études sur, comme dans d'autres types de cancers, d'autres types de maladies, des animaux qui arrivent à renifler un petit peu les odeurs. Mais sur une simple prise de sang, non, ce n'est pas validé à l'heure où on parle pour détecter le cancer du poumon. Plutôt un scanner, plutôt quelqu'un qui arrive vers la cinquantaine, qui a beaucoup fumé, qui fume toujours. On peut proposer un scanner, on peut le faire sans produit de contraste et low dose.
C'est-à-dire on essaye de ne pas trop irradier puisque potentiellement il n'est pas malade. Dans la majorité des cas, il n'a rien. De ne pas lui faire un examen nocif pour essayer de détecter. Difficile à dire. Nous, ici, ils fument un peu les deux. Quand on a des malades chez qui on découvre un cancer très jeune, souvent il y a l'association des deux. On sait que le cannabis, des fois, on sait que ça a un effet bronchodilatateur, ça ouvre les bronches. Et le fait de l'associer au tabac, l'impression que le tabac, ça va plus loin dans les poumons. Et le cannabis, ça dépend aussi du mode de consommation. Ici, c'est souvent du papier à tabac roulé, fumé. Donc, ils n'ont pas que le cannabis. Il y a aussi la fumée de combustion, etc., etc. Alors, c'est la grande question qu'ils ont posée aussi en France. Est-ce qu'il y a plus de bénéfices à faire son jogging alors qu'il y a de la pollution ou à ne pas faire de jogging? A priori, pour le moment, ils disent qu'il y a plus de bénéfices à le faire qu'à ne pas le faire à cause de la pollution. Mais après, c'est en France. En France, il y a des contrôles techniques. On voit les voitures, les pots d'échappement, éviter qui ça. Ici, il n'y a pas de contrôle technique. Ça crache de la fumée noire. Ici, on ne sait pas ce que ça vaut comme recommandation. Alors, ça dépend comment on pose le diagnostic du cancer du poumon. Si on dit le cancer du poumon, pour poser le diagnostic, il faut faire une biopsie, il faut avoir une preuve par la biopsie ou par des cellules tumorales. En 2019, on avait réussi sur l'année à en diagnostiquer 122. Mais de manière parallèle, on avait une dizaine de malades qui étaient arrivés chez nous avec soit la clinique qui faisait penser à un cancer du poumon ou une radio, un scanner qui faisait penser à un cancer du poumon. Donc la meilleure estimation, je pense, ça serait plutôt entre 120 et 140. On arrive à avoir des malades à arriver au diagnostic dans 120 cas, un peu plus, mais il y a probablement tous les ans une dizaine de personnes ici qui décèdent d'un cancer du poumon sans qu'on ait eu le temps de faire le diagnostic. Et malheureusement, c'est le cancer qui tue le plus en Polynésie par an. Même si ce n'est pas le premier cancer, chez la femme c'est le sein, chez l'homme c'est la prostate, mais c'est malheureusement le cancer qui tue le plus en Polynésie. Alors, l'appareil c'est le bon, mais pour faire un TEP scanner, on injecte un produit qui va aller sur les cellules tumorales, sur les zones où ça consomme beaucoup d'énergie. On a le produit pour la prostate qui va sur les cellules cancéreuses de la prostate, mais on n'a pas le produit pour le reste des cancers. Pourquoi? Le produit pour la prostate a une plus longue demi-vie. On peut l'importer, faire venir dans un petit container et l'utiliser sur plusieurs patients. Alors que pour les autres types de cancers, c'est un produit qui a une demi-vie qui est courte. Quand on le fabrique, il faut l'utiliser rapidement. Après, il est périmé entre guillemets. Et pour ça, il faut une grosse machine pour fabriquer ce produit ici. C'est un cyclotron. Et on attend dans les années qui arrivent d'avoir ce cyclotron pour faire les TEP scanners pour tous les types de cancers. Bonsoir à tous. Éric Parra, je pense que vous me connaissez un petit peu pour certains. Voilà. Surtout en ce moment, je suis très médiatique, je ne sais pas pourquoi. Ça bouscule pas mal mes emplois du temps. Je suis ici depuis 29 ans et je suis fier de vous présenter notre équipe. Voilà, moi quand j'arrive ici il y a 29 ans, pour tout dire, cancer du poumon, il n'y avait que le docteur Gérard Grandpierre qui était à la clinique Cardella qui s'en occupait un petit peu, mais il était gastro-entérologue. Il n'y avait pas d'oncologue, il n'y avait pas de radiothérapie. Il n'y avait qu'un chirurgien thoracique, c'était le docteur Brizard qui lui était à la clinique Paofaille. Donc j'ai débarqué ici et je suis tombé dans un peu moins de cancer du poumon maintenant, parce que pour compléter les chiffres, on n'a jamais été à moins de 100 et ça augmente progressivement tous les ans de façon incontrôlable. Voilà, voilà. Mais mon collègue vous l'a dit, c'est le tabac et toute cette pollution, et même l'alimentation, les pesticides, etc. etc. Enfin, il y a de nombreux cofacteurs qui rentrent dans la cancérogénèse. Donc le poumon n'y échappe pas, mais c'est le plus grand tueur. Voilà. Le poumon, il tue autant que les cancers gynécologiques et digestifs réunis. Voilà. Donc ça vous donne l'ampleur de la chose. Alors si on parle de médico-économique, c'est bien entendu celui qui coûte le plus cher.
Donc c'est celui auquel on devrait s'attaquer en priorité. Mais malheureusement, 60% de nos malades nous arrivent à des stades déjà métastatiques. Et donc c'est déjà trop tard. Voilà. Parce que quand on a des métastases, c'est ce que vous a montré mon collègue, on peut avoir des réussites exceptionnelles, mais ce n'est pas la règle, malheureusement. Donc on dit qu'à peu près, maintenant ça s'améliore, mais l'incidence des cancers du poumon est quasiment égale à la mortalité. Voilà. Donc en gros, vous pouvez vous dire qu'on a 120 malades qui décèdent tous les ans. Donc l'unité de pneumologie qui gère tous ces patients, parce que vous voyez que j'ai monté une sorte d'école avec des jeunes qui sont en grande partie polynésiens, donc j'en suis très fier. Voilà, ils sont 2 actuellement, donc moi je me suis retiré du traitement du cancer du poumon, parce que j'ai autre chose à faire. Il y a d'autres maladies très importantes aussi qu'on a peut-être un peu négligées, chez des gens qui ne fument pas, qui n'ont rien demandé à personne. Vous l'avez vu à la télé pas plus tard que ce week-end avec des greffés pulmonaires qui sont revenus et qui, eux, nous demandent beaucoup d'attention parce qu'eux, ils sont nés avec ça, ils n'ont rien demandé à personne et c'est des très longues souffrances. Voilà. Donc, j'ai la chance d'avoir réuni cette équipe. Ce n'est pas que de la chance, je fais beaucoup de recherches. Et donc, je les ai connus jeunes. La plupart étaient externes, c'est-à-dire de jeunes étudiants en médecine. Et puis, je pense avoir un peu contribué à leur avoir donné l'amour de la pneumologie. Et les pneumologues, aujourd'hui, aiment bien s'occuper du cancer du poumon parce que c'est éminemment technique. Et ce n'est pas de ça dont je vais vous parler. Moi, ce que je vais vous parler, c'est du vécu de cette pathologie, mais même de tous les cancers. Et ce que je vais vous montrer, c'est notamment ce qu'on a fait avec notre association ONOEA, qui est une association de médecine intégrative, et les Amazones, avec le support de l'industrie pharmaceutique, qui est présente d'ailleurs ce soir et qui nous aide beaucoup pour avancer dans ces projets. Donc ce que je vais vous montrer, c'est, vous voyez, on va parler de culture, voilà, c'est des résultats scientifiques. Vous avez ici la thèse d'Atea Teuira, qui a proposé un parcours patient, on va le revoir. Ça, c'est la journée qui avait été organisée à l'Assemblée par les associations. Et je vais vous donner des résultats pratiques, parce que moi, dès que je me vais dans quelque chose, je l'exploite scientifiquement. Donc, vas-y, on peut y aller, parce qu'après le diagnostic, il y a quelque chose d'essentiel. C'est que c'est bien beau tout ce qu'on vous montre là, très technique, mais vous vous retrouvez devant nous, et il faut prononcer le mot cancer. Voilà. Et ça, c'est compliqué. Voilà. Alors, on va voir pourquoi c'est compliqué. L'annonce du cancer, ça se passe en général comme ça. Vous avez un bureau, un médecin d'un côté, un malade de l'autre, un ordinateur entre les deux, puis on va vous dire, voilà, vous avez un cancer. Je crois qu'un certain nombre d'entre vous sont passés par là. C'est pas simple. Alors, on va voir pourquoi c'est pas simple. Parce que c'est complexe, en fait. C'est pas que c'est simple ou compliqué, c'est que c'est complexe. Vas-y, la suivante. Voilà ce que nous disent les femmes lors de cette journée à l'Assemblée. En particulier les femmes, beaucoup moins d'hommes présents quand même, il faut le souligner. On t'annonce la mort, vous voyez, je l'ai mis en jaune. Le ciel te tombe sur la tête. Tu bouffes de partout. C'est la fuite en avant qui fait que tu ne vas pas au rendez-vous. Tu es seul, tu appelles, tu cries, tu demandes au Seigneur. C'est tabou, on n'en parle pas assez. Ça peut résulter en un conflit familial. C'est des phrases que je vous livre, que j'ai notées. Et tout ça, il n'y a plus de bilan à faire. J'entends encore qu'on va faire des... On sait tout ça. On le sait. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait. Ce n'est pas de faire des bilans, des constats. Ça ne sert plus à rien. Vous allez voir que le constat, il n'est pas qu'ici. Il est partout dans le monde. Et vous allez voir qu'il y a un constat polynésien qui est très particulier. La suivante. Alors, nous, déjà, dans notre équipe, il y a un patient, il y a un médecin, mais il y a aussi des professionnels, en particulier des infirmières. Et donc, nous, dans notre annonce, notre équipe a instauré que, si le patient est d'accord, bien entendu, l'infirmière qui le suit va être présente. Et qu'est-ce qu'on constate? Alors ça, c'est la thèse d'Atea. C'est qu'on constate que 30% de nos patients s'attendaient au diagnostic. Et vous voyez que nous, quand on nous demande si on pense qu'ils s'y attendaient, regardez, on est d'accord. C'est-à-dire les patients qui s'y attendent, on les repère. On le sent au cours de la consultation d'annonce. C'est la personne qui nous le dit d'ailleurs. Non, mais je sais que j'ai un cancer. Nous, on commence. Tu as fait une biopsie, comme il a dit. Voilà, on a analysé. T'en penses quoi? Je le sais que j'ai un cancer. Tentez. Voilà. Mais ce n'est que 30%. Donc 70% des cas,
60% exactement, il y en a 10% qui ne se prononcent pas, ne s'y attendaient pas. Voilà. Alors que nous, quand on nous demande à nous, est-ce que ton patient s'y attendait, ben, il n'y en a que 15%. On est dans 15% des cas, on dit il ne s'y attendait pas, alors que c'est 60% des cas. Donc vous voyez qu'on a déjà du mal à se comprendre. Pas sur ceux qui s'y attendaient, mais sur ceux qui ne s'y attendaient pas, on ne sait pas les repérer. Et ça, vous voyez qu'il y en a 45%, près de la moitié, on ne sait pas repérer ce qu'ils pensent vraiment. Alors après, on pose la question, est-ce que tu as ressenti quelque chose quand on t'a annoncé ça ou pas? C'est au décours de l'annonce, hein, c'est une enquête qu'on fait grâce à notre thésarde qui va voir les patients et qui leur pose la question. Et vous voyez que le patient nous dit qu'il n'a rien ressenti au cours de cette annonce dans 1% des cas. Bon, c'est compréhensible. Mais regardez, nous, on pense que 10% n'ont rien ressenti. C'est 10 fois plus. Quand on fait des statistiques, je ne vous les ai pas mis, c'est positif, hein, ça a de la valeur. C'est-à-dire que quand on dit que ça a une valeur statistique, c'est qu'on a moins de 5 chances sur 100 de se tromper quand on dit qu'il y a une différence entre les deux. Là, on est à beaucoup moins que ça. Hein, on est dans les 1 pour 10 000. Donc, on ne peut pas se tromper. L'autre question très importante, c'est on offre une liste aux patients. Qu'est-ce que tu as ressenti? Et dans 63% des cas, il nous dit qu'il était sous le choc. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est parce que quand on demande au malade, ton malade, comment il était? Sous le choc, 5%. Et que le choc ressenti par le patient dans une annonce, et je vais dire quelle qu'elle soit, hein, ça s'applique à tous les cancers. On ne perçoit pas ce que le patient ressent. Et ça, c'est un gros problème. Comment avoir de l'empathie, c'est-à-dire avec quelqu'un dont on ne sait pas ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Et d'ailleurs, mon collègue ici, pour ne pas le cacher, me dit, quand il voit ces résultats, mais il me dit, mais Eric, mais moi, mes patients, ils ne sont pas sous le choc. Il dit, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux. Pourquoi on ne les croirait pas? Donc là, la différence, elle est énorme. On ne ressent pas les choses. Vas-y, la suivante. Voilà. Et voilà des phrases. J'étais préoccupé par l'annonce, la maladie sous le choc. On nous le dit à l'Assemblée, alors que l'étude, elle intervient après. Voilà. Il y en a une qui nous même dit, dans une autre étude, « J'ai fait croire à mon toté que je comprenais tout alors que je ne comprenais rien. » Ça vous explique un peu le malaise culturel qu'il y a en Polynésie. Voilà. Donc, imaginez-vous le jeune médecin qui arrive de France, plein de certitudes scientifiques, la chimio, l'immunothérapie, les thérapies innovantes, là, voilà, on va te donner un anti-EGFR, machin. Et la mamie, qu'est-ce qu'il me raconte? Mais on est en Polynésie. C'est Alors, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Hein. Ils ne savent pas que ça veut dire oui. Ils ne savent pas que ça veut dire que de toute façon, on ne comprend rien. Donc, voilà. Alors, la suivante. Alors, cette fameuse association du cancer avec la mort, mais elle est connue. Elle n'est pas connue ici, ce n'est pas une étude d'ici. C'est une étude qui est faite chez les Tongiens qui vivent aux États-Unis. Voilà. Et ils disent que cette population se différencie de la population des autres populations américaines par le fait que le cancer est vécu comme la mort. Donc on le sait. On le sait. Pourquoi aller chercher des réponses à des questions qu'on a déjà posées et qu'on connaît? Pour le Polynésien, le cancer, c'est la mort, et vous allez voir qu'il y a une explication qui est très très simple. Voilà. L'association avec la mort est une forte indication que l'information sur le cancer n'atteint pas cette communauté tongienne. Les interventions doivent en tenir compte, y compris les survivants tongiens du cancer, afin d'améliorer l'efficacité des efforts de dépistage précoce. Parce que bien entendu, quand on dit on va vous dépister une maladie et qu'on va t'annoncer la mort, ben on n'y va pas au dépistage. C'est très clair. Ce n'est pas simplement pour le titi que ça fait mal. C'est parce qu'on a peur du diagnostic, parce qu'on l'associe à la mort, alors que c'est une erreur. Bien entendu, les traitements sont de plus en plus efficaces et de plus en plus simples. L'immunothérapie, il n'y a quasiment pas d'effet secondaire. Les traitements par voie orale, quand on a une mutation de l'EGFR, n'ont quasiment aucun effet secondaire. Les gens peuvent vivre maintenant plusieurs années sans aucun symptôme lié au traitement, ce qui est rare. Tous les traitements ont des effets secondaires, mais ceux-là en ont très, très, très peu. La suivante.
Alors maintenant, il y a l'avis du médecin. Parce que ça, le malade, il ne le ressent pas. Mais voilà ce que nous dit un de nos collègues. C'est toujours quelque chose d'un petit peu anxiogène d'annoncer à quelqu'un une maladie qui est la plupart du temps incurable, dont on ne peut pas guérir, et qui ne permet pas de vivre de nombreuses années après l'annonce du diagnostic. Je dis toujours que je ne vais jamais m'habituer à annoncer un cancer. Ce n'est pas facile pour le médecin qui est en face de vous aussi. Voilà. En fait, c'est facile pour personne. C'est peut-être plus facile pour des personnes qui connaissent mieux la Polynésie, qui connaissent mieux la façon d'appréhender le patient polynésien. Et ça, c'est une dimension culturelle qu'on va revoir. La suivante. Parce que le médecin, il a deux rôles. Le rôle de l'informant. C'est ce qu'on vient de vous montrer. Ah, bah, tu as un cancer, il est à tel stade, il est localisé, on va pouvoir te faire de la chirurgie, de la chimie. Tout ça, c'est très simple. Mais dialoguer avec la personne, c'est-à-dire se mettre à sa place et entamer le dialogue, se projeter en elle, c'est l'empathie aussi, mais pas trop. Hein, c'est pas « Ah, ma biche, tu t'inquiètes pas, ça va bien ». Non, ça c'est de l'empathie qui tue l'empathie. La personne malade, elle n'y croit pas à ça. Elle dit c'est du cinéma. Voilà. Il faut être humain. Voilà. Il faut dialoguer. Et ça c'est compliqué parce qu'on ne nous l'apprend pas dans nos études de médecine, jamais. Ce qu'on nous apprend, c'est ça. La technique, la technique, la technique, la technique. Alors, il y a eu une réforme des études médicales il y a 4-5 ans. Honnêtement, moi, je ne vois pas de changement. Hein. Je vois le changement par les jeunes générations qui sont plus portées vers ce que je vais vous montrer, la médecine intégrative et tout ça. Ils y sont plus sensibles. Mais le problème, ce n'est pas simplement d'y être sensible, c'est de le faire. Y être sensible, c'est une chose. Le faire, c'est-à-dire y croire et être dedans, c'est très différent. Vas-y. Alors, vous voyez qu'il y a des grosses différences. Vous voyez, je vous montre des résultats statistiques. On a invité le patient, on lui a dit « Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as des questions à me poser ?» Voilà. Nous, là, où est mon truc? Là, vous voyez la position de l'infirmière, du médecin et du patient. On fait des comparaisons. Le médecin et l'infirmière sont sûrs, tous les deux, qu'ils ont invité le patient à s'exprimer. Mais le patient, il ne le ressent pas. Et la différence statistique, elle est énorme. On a une chance sur 1000 de dire que le patient n'adhère pas à ça. Il ne nous entend pas. Pourtant, on peut vous garantir qu'on est d'accord. On lui a dit, tu as des questions, vas-y. C'est comme s'il ne nous entendait pas. La suivante. Voilà. Donc, vous voyez qu'entre le patient et les professionnels de santé, il y a une grosse différence. Nous, on ne perçoit pas les émotions de la personne et inversement, le malade ne perçoit pas notre invitation à dialoguer. Voilà. Alors certains vont me dire c'est un problème culturel, on n'y arrivera jamais, comme certains philosophes de la place l'ont dit. Voilà. On peut s'aimer, on peut se haïr, mais on ne pourra jamais se comprendre. Voilà, Rigaud. Mais c'est complètement faux dans notre métier. Si on ne se comprend pas, comment prendre soin de quelqu'un qu'on ne comprend pas? Et inversement, comment le patient peut accorder sa confiance au médecin s'il ne le comprend pas? Ça ne marche pas comme ça. Donc nous, on ne pourra jamais se comprendre. Non, on est obligé de se comprendre. Sinon, ça ne peut pas marcher. La suivante. Voilà. Et voilà ce que nous dit une de nos collègues. Ici, avec cette dignité que les personnes ont et cette pudeur qui fait que, vraiment, très régulièrement, ils ne s'expriment pas trop, ils ne posent pas trop de questions, ils restent stoïques. Alors, stoïque, ça vient des stoïciens, c'est de la philosophie, c'est un peu compliqué. Et je ne vais pas dire sans émotion, vous voyez, sans émotion, mais presque. Comme s'il y avait un mur. La suivante. Vous le connaissez, hein? Je vous conseille ce livre de Daniel Monconduit, Anthropologie du silence polynésien, gémir n'est pas de mise aux marquises, on souffre en silence. Voilà. Et quand on demande aux enfants d'exprimer la douleur à des enfants, hein, qu'il vient voir à l'hôpital, voilà ce qu'on nous dessine. C'est l'ambivalence polynésienne. On a mal, on pleure, mais il y a de l'orage, mais il y a du soleil aussi. Il y a de la pluie, puis il y a de l'amour. Donc vous voyez, c'est un dessin qui est absolument extraordinaire et qui montre cette ambivalence que je vais dire polynésienne, et vous la voir, l'importance qu'on y attache. Vas-y, la suivante. Alors effectivement, l'OMS nous demande, mais depuis très longtemps, d'incorporer la dimension culturelle dans l'exercice de la médecine.
Quand je parle de l'exercice de la médecine, je parle de l'art de la médecine, et pas la médecine technique. La médecine est un art. Voilà. Si on pourrait résumer à ça. Et ça a 2000 ans, plus de 2000 ans cette phrase, 3000 ans, excusez-moi. C'est Hippocrate, c'est le maître de la médecine. Hippocrate n'a pas écrit la médecine. Quand on prête le serment d'Hippocrate, on prête le serment vis-à-vis de l'art de la médecine. La médecine est un art, ce n'est pas une science. La suivante. Alors vous voyez qu'il y a un modèle qui existe de transculture. Alors une transculture, c'est deux cultures qui se mélangent et qui n'en font plus qu'une. Et vous voyez que c'est extraordinairement complexe. La suivante, on va aller vite parce que là, c'est un petit peu complexe. Voilà, mais rentrer dans la transculture, c'est-à-dire adopter les capacités à adopter la culture de l'autre, ce n'est pas simple. La suivante. Voilà. Parce qu'il y a 4 stades. Il y a le premier stade où on est incompétent culturellement parce que la culture de l'autre, on ne l'aperçoit même pas. Voilà. Le jeune qui arrive d'ailleurs, il se met en face de vous, il ne savait même pas que vous avez une culture, et il va mettre un petit moment pour comprendre qu'il y a bien une culture et qu'il n'y comprend rien. Mais il va essayer de comprendre, justement. Ça commence à devenir intéressant. Puis le stade suivant, alors il faut des fois des années, voire des personnes qui n'y arriveront jamais. La négation culturelle, j'en ai encore que je connais depuis 30 ans ici, qui sont toujours dans la négation culturelle. Ça ne les intéresse pas, la culture polynésienne. La compétence devient consciente, c'est-à-dire on se rend compte qu'on doit avoir des compétences, d'accord ? Et on en est conscient, donc on essaye de s'améliorer. Et puis le dernier stade, c'est le Graal, c'est la compétence inconsciente. C'est-à-dire qu'on est compétent dans la culture polynésienne, et on est tellement compétent qu'on ne s'en rend même plus compte. Donc on parle aux malades polynésiens comme si on était polynésien. On en fait son affaire. Et moi qui suis ici depuis 30 ans et qui ai l'honneur, je ne sais pas si j'en suis là, je suis un peu entre les deux, on reste toujours dans sa culture, mais ça devient quelque chose d'inné et qui pourrait être surprenant par rapport à des personnes qui sont à un stade moins avancé, parce que des fois ils vont trouver le langage un peu cru, alors que le polynésien, il apprécie ça. Pourquoi ? Parce qu'il faut être honnête et il faut dire la vérité en Polynésie, on va le revoir. Voilà, alors il y a un système très intéressant. Ceux qui ont beaucoup travaillé là-dessus dans les populations polynésiennes, c'est en Nouvelle-Zélande, chez les Maoris. Voilà, ils ont fait beaucoup, et on travaille beaucoup avec eux. Voilà. Donc vous me reverrez dans d'autres projections à ce niveau-là. La suivante. Voilà. En fait, nous, on s'est dit comment changer les choses, l'ordre des choses. On s'est dit, nous, les professionnels de santé, on a des objectifs à atteindre. Voilà. Que le patient ait un traitement, le meilleur traitement possible, et qu'il avance dans sa maladie et qu'il chemine. Tout ça, il y a de la culture avec des représentations. Et puis, notre travail à nous, c'est de construire des outils, des procédures, des programmes, voilà, ce qu'on appelle le parcours du patient. Et nous, on l'a conçu en pneumologie comme polynésien. Alors, on a inversé le sens des questions. Vas-y, je ne sais plus, celle qui est après. Voilà. On s'est dit, toujours, on analyse les représentations. C'est-à-dire, on essaye d'analyser ce que le Polynésien pense de sa propre culture. Mais ça ne marche pas, ça. Ce n'est pas comme ça que vous vivez les choses. Alors, on s'est dit, on va changer le sens des questions. Et donc, on a travaillé avec des associations culturelles, à Uluru, pour ne pas la nommer, bien entendu. Et on s'est dit, les représentations culturelles, on va les mettre dans un carnet. Voilà. Et on a fait le carnet Aireimua. Alors, beaucoup d'oncologues, voire de médecins, m'ont dit « Ah, c'est enfantin ton truc, c'est pour les gamins. » Ils n'ont rien compris. Ça parle aux Polynésiens. Quand on voit Fafaite no te ao maui sur une... voilà. Quand on voit une île, quand on voit la mer, quand on voit les oiseaux, quand on voit l'arc-en-ciel, quand on voit un va, quand on voit l'équipage, et un slogan, Aireimua, ça parle aux Polynésiens, et ça veut lui dire quelque chose. Or ça, on l'a transposé dans un outil d'information et de suivi. Et aujourd'hui, en pneumologie, quand on vous annonce un cancer du poumon, que vous êtes sous le choc parce qu'on vous annonce la mort, on y répond par ça. Voilà. Et là, on peut vous garantir que le regard, il change. On porte plus, ça interpelle d'abord. On voit la personne qui est effondrée, et quand on lui donne ça, on voit
Des questions. Au début, c'est quoi? Il m'annonce la mort, c'est ça. Et puis il me donne, ça on l'a démontré dans la thèse, on m'annonce l'espoir. Parce que Aéreimoua et le Vaha, c'est l'espoir. Voilà. Et donc là, la relation, elle change, obligatoirement. Voilà, on en fait une thèse de médecine, on le démontre. Regardez, on est avec Yves Doudout, Johan Bouit, moi, Poerava, Bartevonsi, une Delphine que vous connaissez parce qu'elle fait de l'oncogénétique, et même notre équipe de soins palliatifs. Vous voyez, on est tous ensemble. Hein. C'est un travail commun, on n'était pas seuls. Hein. On va le présenter dans un congrès international. Vous voyez, quand on fait un fond de la Polynésie avec un petit outil comme ça, regardez, c'est plein de statistiques, je ne vais pas vous les démontrer. Surtout, je vais vous montrer ces diapos qui sont très intéressantes. La suivante, c'est en anglais, c'est le congrès international, la conférence internationale sur le cancer du poumon à Yokohama en 2018, donc au Japon. Alors, ce carnet, il y a plein de choses. On ne va pas les décrire, des images, des textes, des espaces, des couleurs, un slogan Aéreimoua, une histoire polynésienne, une organisation polynésienne, la suivante. Voilà. Ça a une dimension psychologique, sociale, le projet de vie, la culture. Il n'y a pas de médical là-dedans, hein, on ne parle pas du cancer. Il n'y a pas de connaissances sur le cancer. C'est une histoire polynésienne, toute simple, la suivante. Voilà. Et qu'est-ce que ça nous dit? Regardez, vous avez en bleu les patients et en orange les professionnels de santé. Les patients, qu'est-ce qu'ils voient dans les dessins? Ils voient la pirogue, le Vaha. Les professionnels de santé aussi, mais moitié moins. Vous voyez déjà? Ben oui, nous, on n'est pas le peuple de la pirogue. Bien que ça soit un oncologue qui arrivait de France qui a dit « et la pirogue ». Vous voyez que quelqu'un peut arriver dans le pays et comprendre rapidement, c'est-à-dire passer du stade 1 au stade 3 très facilement, alors que d'autres n'y arriveront jamais. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Les professionnels de santé, alors les malades, ils voient la pirogue, ils voient la découverte d'une île, hein, il y a des dessins là-dessus, et ils voient l'arc-en-ciel. Avec les professionnels de santé, c'est beaucoup plus bas. Ce que nous voyons, c'est la tempête. C'est l'annonce, c'est la tempête. Voilà, c'est la tempête dans un crâne. Voilà. Donc nous, les professionnels de santé, c'est ça qu'on voit. La suivante. Et quand on analyse les textes, c'est différent. Regardez. Alors là, ça va vous sauter aux yeux. Regardez celle-là. Professionnels de santé voient Aéreimoua 16%, les patients 70%. Vous voyez qu'on ne voit pas dans ce simple outil la même chose. Donc, je vous expliquerai un peu ce qui se passe après avec une vieille dame qui nous fait... Alors nous, on voit surtout les temps difficiles, c'est l'annonce et le traitement, et puis crew, on voit l'équipage de la pirogue, c'est nous. Ben oui, on se voit. Donc nous, on est dans la maladie. Le patient, il est dans l'espoir. Mais on est tous dans l'espoir. Regardez, les professionnels de santé comme les patients, on est tous dans l'espoir et trust, c'est la confiance. Donc on se projette tous là-dedans. Mais vous voyez que le trust, la confiance, c'est loin d'être acquis par rapport à l'espoir. La confiance, ça se construit. Vas-y, la suivante. Alors voilà, l'équipage, la pirogue dans la tempête. La suivante. Et au final, la découverte d'une île, parce qu'avec un bon équipage, effectivement, on arrive à passer tous les obstacles et découvrir une nouvelle île. La suivante, voilà. On va passer sur celle-là, il y en a pas mal. Voilà. Donc, vous voyez que nous, notre objectif, c'est l'espoir. Son image, c'est le Vaha. Et notre moyen d'expression, c'est un moyen d'auto-expression du patient. Donc, on lui dit au départ, avant qu'on ait l'autre outil, on lui dit, tiens, tu prends ça, puis tu le regarderas. Et ça interpelle. Et les retours qu'on a là-dessus sont très intéressants. La suivante. Alors, regardez, ça, c'est les Néo-Zélandais qui le disent. Ils ont fait la même chose chez eux, mais sans les outils. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? L'espoir. Voilà. Pour les Polynésiens, les voies pour de meilleures pratiques comprennent la compréhension, voilà, de la maladie, d'accord, le patient et ses liens familiaux, on va le revoir, dont la présentation au patient de la dame complète d'options thérapeutiques. Il ne faut pas les oublier toutes, y compris l'espoir. Ça, c'est très important. La suivante. Vas-y, on va passer là-dessus. Vas-y, la suivante. Voilà. Alors déjà, nous, au terme de la consultation d'annonce, l'infirmière est là. Et elle prend des notes. Elle coche des cases, en fait. C'est
un canevas qui va permettre au reste de l'équipe de savoir ce qui s'est dit pendant l'annonce, les mots qu'on a employés. Nous, en particulier le médecin, c'est lui qui fait l'annonce, le malade et sa famille. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que premièrement, on essaye d'appliquer la théorie du cercle, qui est éminemment culturelle, donc on essaye de se mettre en rond. Il y a le patient, avec son médecin, son infirmière, mais il y a aussi la famille. Voilà. Alors la famille est admise sur les conseils du malade, parce que des fois on nous dit « Ah non, tentez celui-là, tu ne le laisses pas rentrer, voilà, il n'en pense qu'à mon argent, je ne veux pas qu'il soit au courant de tout. » Voilà. Mais en général, la famille est là, et ça nous aide beaucoup. Voilà. La suivante. Voilà, alors donc, nous, quand on fait une annonce, là, sur un an, on fait une étude sur un an, on met 80 malades dedans, on n'a pas mis 120. Pourquoi? Parce que c'était les périodes Covid, et c'était compliqué pour notre interne de venir à chaque fois. Mais, eh ben, le mot de cancer, il est prononcé dans 100% des cas au cours de la consultation. Par le médecin, presque 98%. Donc, on y va, vous allez voir pourquoi. On doit la vérité. Mais c'est ce qu'on appelle une vérité bienveillante. Ça ne se fait pas en disant « Bon, bah, écoute, j'ai eu les résultats, tu as un cancer. » Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On y va avec bienveillance. Voilà. On parle du pronostic, une maladie grave, pas de guérison. Mais vous voyez qu'on est autour de 60% des cas. On n'est pas à 100% non plus. Par contre, les traitements, la chimio, les perfusions, tout ça, on en parle beaucoup. C'est les questions qu'on nous pose. La suivante. Voilà. Donc, pour résumer, le patient, il est sous le choc et sur le plan clinique et psychologique, il est dans deux processus qu'on maîtrise très bien, hein, mais dont on ne parle jamais. Un, le processus de deuil, parce que quand on vous annonce une maladie comme ça, on perd quelque chose. Mais dès qu'on vous annonce n'importe quelle maladie, on perd quelque chose. Moi, je suis diabétique. Quand le diagnostic me tombe dessus, ben, je sais que je vais perdre les petites tartes à la fraise, voilà. Mais ça va, c'est supportable. Dans le cancer, c'est différent. Parce que le temps est court. Voilà. On n'a pas beaucoup de temps pour réagir. On n'a pas 2 ans, 3 ans, 4 ans pour se préparer dans le cancer du poumon. Dans 3-4 ans, si on n'a rien fait, ben, on n'est plus là, quoi. Voilà. Donc, le temps est court. Et puis, une quête du sens. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Voilà. Et le problème, c'est que ces questions, ça, on le comprend. Mais ça, on ne peut pas y répondre. Mais c'est la question centrale. Alors bien sûr, le tabac nous aide, malheureusement. Ben oui, ils nous disent, oui, j'ai trop fumé. Ben oui, ça c'est une certitude. Mais il n'y a pas que ça dans la quête du sens. C'est pourquoi maintenant, alors que j'avais fait un emprunt, que j'allais construire une maison. Et ça, ben, ils nous posent la question. Hein. Et puis dans la quête du sens, c'est j'en ai pour combien de temps à vivre? On pose toujours cette question. En Polynésie, c'est très simple à répondre à cette question. Il n'y a même pas à parler. Il suffit de regarder en haut et la réponse est déjà arrivée. On ne maîtrise pas. Voilà. J'ai entendu tout à l'heure des questions. Non, il n'y a pas de réponse. Ne cherchez pas des réponses. Le médecin et une équipe de soins telle que la nôtre est là pour donner le maximum d'espoir, réaliste et bienveillant. Voilà, parce qu'on sait que ça va améliorer les choses, en fait. Beaucoup, beaucoup. Mais on n'inversera pas le sens de la vie, quoi. Hein. Voilà. On est tous un jour. On part tous un jour. Le problème, c'est de partir. La paix dans l'âme, comme on dit, voilà, et sans souffrance. Voilà. C'est ça notre mission à nous. Hein. Après, prolonger la vie inutilement, à quoi ça sert? Et les patients polynésiens nous le disent souvent. Beaucoup nous disent, écoute, Toté, tu ne peux pas me guérir, tu me l'as dit. Moi, je repars vivre dans mon île. Je veux mourir chez moi. Ça se respecte. Il n'y a rien à dire. Ta chimio, tu es bien gentil, mais j'en veux pas. Je veux finir avec mes enfants, mes petits-enfants, le temps que j'ai à vivre. Et puis ça se passe bien. Je vais vous dire, ça se passe bien mieux que quand on reste à l'hôpital avec des perfusions dans tous les sens. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est culturel. Donc on est dans un temps qui est court, malheureusement, parce qu'on a besoin d'une décision. Voilà. Et ça, on n'a pas... Voilà, en gros, 1 mois, mais après, ça devient compliqué parce que le cancer, lui, il n'attend pas. Surtout le cancer du poumon, il va vite en général. Si c'est un cancer à petites cellules, l'espérance de vie, c'est 6 mois à 1 an. Si on n'agit pas vite, c'est perdu. Voilà. Et après, les gens nous disent « je vais revenir ». Oui, mais ils reviennent, c'est trop tard. Parce qu'une chimiothérapie sur un corps qui est vaillant, ça va. Mais sur un corps qui est complètement affaibli, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Alors c'est trompeur par rapport aux résultats des médicaments. Parce que les médicaments, on les teste chez des gens qui sont en bon état général.
On ne les teste pas dans les protocoles thérapeutiques chez des gens qui sont au fond d'un lit et qui ne vont pas bien. Non, on les exclut, ces patients-là. Voilà. C'est compréhensible d'un autre côté, mais il ne faut pas l'oublier non plus. La suivante. Voilà, et une dame qui nous dit « on va trop rapidement au traitement », alors que le traitement n'est pas vécu comme la solution. Elle est très vraie, cette phrase. Nous, on en est persuadés, le patient, non. Il faut trouver un terrain d'entente. C'est pour ça que mon collègue me disait « in fine, dans notre état d'esprit, le patient, le jour où on lui annonce le diagnostic, c'est le capitaine de la pirogue. C'est lui qui va donner le cap, c'est lui qui va prendre les décisions. L'équipage est là pour l'aider. Donc l'équipage va lui dire « oui, mais capitaine, ça serait peut-être mieux », mais c'est lui qui va décider, in fine. C'est comme ça. C'est le VAR. La suivante. Voilà, alors pour nous, il faut réussir l'annonce. Voilà, c'est très important. Parce qu'une annonce qui se passe mal, c'est perdu. Le malade n'est pas content. Peut-être certaines d'entre vous ont ce souvenir. On n'est pas content du médecin, on n'est pas content de la façon dont il l'a dit. Voilà. On s'en va, c'est fini, hein, c'est perdu. Hein. On ne rattrapera jamais la chose. Il va falloir aller voir un autre médecin, et cet autre médecin va devoir réexpliquer, machin. C'est faisable, oui. J'en ai vécu combien, mais voilà. Donc, il faut faire la preuve de la maladie. Parce que déjà, il faut que le patient, il nous croit. Parce que beaucoup ne nous croient pas. Je parle toujours, moi, de cancer, j'en ai pas. Voilà. Vous voyez ? Et puis, il faut tracer un chemin clinique, bah, c'est proposer, voilà, à la pirogue, un cap. Où on va, comment on va, présenter l'équipe, les infirmières. Et vous avez vu, vous savez qu'en oncologie, c'est compliqué parce que vous allez rencontrer beaucoup de médecins différents. Et qu'ils n'ont pas tous la même façon d'aborder la situation. Un va avoir compris, connaît le patient polynésien, ça se passe bien. Puis après, vous allez tomber sur un hirsute qui va vous dire « mais c'est comme ça, c'est pas autrement, qu'est-ce que tu m'emmerdes avec tes questions ?» Peut-être pas vous le dire, mais le penser. Et donc, c'est important. Et ça, c'est la nature humaine, on n'y peut rien. C'est aussi notre travail d'enseigner tout ça, mais je peux vous garantir que ce n'est pas facile. Un de nos infirmiers polynésiens nous dit « on ne peut pas arriver avec juste ce traitement occidental. Pour une prise en charge de la personne dans sa globalité, avec ses croyances, il faut des repères. Il faut comprendre la personne qu'on a en face de nous. Quand on a toute la famille, tout le monde va s'expliquer. Mais il faut repérer les personnes qui vont nous aider et celles qui ne vont pas nous aider. Parce que dans les familles, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc vous voyez, cette consultation d'annonce, en gros, en moyenne, ça dure 30 minutes chez nous, mais ça peut aller, ça dure, 30 minutes, mais ça peut aller de 10 minutes, parce que des fois, ça se passe mal, ça peut arriver, rarement, vous allez le voir, mais jusqu'à plus d'1 heure. Voilà. Et il faut prendre le temps, parce que si on ne le prend pas, ça ne marche pas. Si on ne répond pas à toutes les questions, toutes les interrogations, les croyances, et là, il faut des repères. Donc il faut qu'on pose des repères. La suivante. Voilà. Alors, quand on analyse la qualité de l'annonce, comment on juge la qualité de l'annonce? Le patient, regardez, il est à 7-16, entre l'infirmière, qui est très enthousiaste, et le médecin. Aïe, le médecin, c'est plus compliqué. Le médecin, il est moins que l'infirmière. Ça peut paraître bizarre. Moi, quand j'ai lancé cette étude, je me suis dit, l'infirmière, elle va être plus dure que le médecin. Elle va se dire, il est nul, c'est pas possible, j'aurais fait mieux. Ah ben non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Paradoxalement, le médecin, il est plus proche de l'infirmière. Alors pourquoi la suivante? Et qu'on trouve des réponses à tout. Il y a une grosse différence entre... Oui, pardon. Le malade, il est au milieu, excusez-moi. Le médecin, il est en haut. Il y a une grosse différence entre le malade et l'infirmière. Il n'y a pas de différence, en fait. Hein. Voilà. Par contre, entre le médecin et l'infirmière, il y a une grosse différence de vécu de l'annonce. Et qui la vit le mieux? C'est l'infirmière. Ça peut paraître bizarre. Est-ce que vous avez la réponse à ça? Moi, honnêtement, je ne l'ai pas trouvé. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. Dans cette thèse, c'est une thèse qu'on appelle une recherche par les méthodes mixtes, on a fait une étude anthropologique. Et c'est une anthropologue française qui nous a apporté la réponse. La suivante. Eh bien, c'est une question de temps. Parce que le médecin, il est dans un temps court. Il doit réussir son annonce, faire passer le diagnostic, le traitement, convaincre la personne. Avec des doutes, ce n'est pas facile. Il est dans un temps court, il a 30 minutes. L'infirmière, elle est dans un temps long.
Du moment que l'annonce n'est pas ratée, elle est contente. Elle va pouvoir faire son travail. Parce qu'elle va voir le malade toutes les 3 semaines, toutes les semaines s'il faut. Et toute l'équipe va pouvoir faire son parcours. Voilà. C'est le lien à l'équipe, l'alliance thérapeutique, ce qu'on appelle, qui est un mot qui existe en cancérologie. Hein. Je vois qu'on en parle, l'alliance thérapeutique, dans beaucoup d'autres maladies. Non. L'alliance thérapeutique, ça vient de la psychanalyse. C'est le malade qui rentre en psychothérapie, en fusion avec son thérapeute, comme on dit. Ça a été adapté à l'oncologie. Mais si vous l'entendez au sujet du diabète et tout ça, ça n'existe pas. Donc c'est une bêtise. Voilà. Et donc l'infirmière, elle est confiante parce qu'elle va pouvoir faire son travail. Vas-y, dis-nous. Voilà. Et là, elle explique, l'infirmière, c'est l'étude anthropologique, à quoi elle sert. Parce que certains vont vous dire, mais moi je ne prends pas une infirmière avec moi parce que ça ne sert à rien. Ah bon? Ben oui, mais en Polynésie, ça sert à beaucoup. Voilà. Et elle vous le dit, moi je suis là pour être à leur niveau, au niveau du patient, à côté d'eux. Je pense que ça fait le tremplin entre le médecin et le patient. Moi je suis entre les deux. Et souvent dans les annonces, on voit le malade qui regarde l'infirmière ou l'infirmier. Et c'est quoi les regards? C'est, voilà, on acquiesce. Il n'y a pas besoin de parler pour l'infirmière. Par rapport au patient et au travail d'équipe, c'est une annonce à faire à deux. Savoir exactement ce que le patient a entendu. Pour qu'à la fin de la consultation, s'il ne pose pas de questions, savoir exactement ce que le patient a entendu. Voilà. Je peux développer sur certains points, ou bien reposer des questions avec le médecin pour qu'on puisse réajuster. Vous voyez, ce travail en équipe, il est très important et il est très bien vécu en Polynésie. Je n'ai jamais connu une personne à qui j'annonçais un cancer qui ait refusé que l'infirmière soit là. Jamais. Ça ne s'est jamais présenté. La famille, c'est pareil, hors des cas très particuliers. En général, c'est la famille, oui, mais des fois, on me dit, celui-là, non, j'en veux pas. Alors celui-là, quand il arrive à la porte, c'est, désolé monsieur, mais madame, elle ne veut pas que vous soyez là. Voilà. Vous voyez, on se retrouve seul. Non, on n'est plus seul en oncologie thoracique. La famille est là. Et c'est notre travail aussi, avec l'infirmière, de faire comprendre à la famille qu'ils ont besoin d'aider la personne. Parce que si elle est abandonnée, alors qu'on nous le dit. La suivante. Voilà, donc l'infirmière, c'est un travail en équipe, une relation d'aide, on appelle ça une alliance. Que le patient reparte vraiment dans la compréhension, dans l'accompagnement, dans la confiance aussi, dans l'espoir aussi pour la suite, tu vois. Et pour très naturel, hein, je n'ai pas changé. C'est nos personnels qui nous disent ça. Et nous, on note. Hein. La suivante. On passe. On passe. Parce qu'à la fin, on se comprend. La confiance est acquise dans 91% des cas pour la suite de la prise en charge. La confiance dans l'équipe médicale et paramédicale, 96%. L'engagement dans le parcours de soins proposé, 95%. Et ce parcours de soins, ce n'est pas forcément de la chimio. Il vous l'a dit, ça peut être aussi des soins de support exclusifs. Parce que la personne va rentrer dans les îles, et ben on l'écoute, on l'entend. Voilà. La suivante. Voilà. Bon, celle-là, j'aurais dû l'enlever, mais voilà. Et regardez ce que nous disent les Néo-Zélandais, les Maoris. Compréhension, liens familiaux, espoir, conseils et orientation clairs. Ils nous parlent de vérité aussi. Quand on cache la vérité en Polynésie, ça ne passe pas. Voilà. Vous ne dites pas à la personne qu'elle a un cancer, ça ne passe pas. Il faut savoir le dire, c'est tout. Voilà. Mais un diagnostic de cancer, j'avais un oncologue qui était très bien, qui disait toujours, ne doit être ni caché, ni craché. C'est pas... Ah non, non. Oh, bah, c'est rien, c'est une petite tumeur, faire un peu de chimio. Voilà. Et c'est pas, bon, bah, tu as un cancer, puis de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Bon, ok. Voilà. Le juste milieu, la suivante. Voilà, le patient polynésien, c'est la pirogue, c'est Aereimoa et c'est l'espoir. La suivante. Voilà, alors là, on va passer. L'importance de la culture, bon. Voilà. Même chez les médecins, 84%. Chez les patients, important, oui, 95%. Suivante. Voilà. C'est la thèse que je viens de vous expliquer. Là, alors là, c'est une autre thèse faite à Rayatea sur la médecine intégrative, mais il y a des citations qu'il ne faut pas rater. La suivante. Je ne sais pas pourquoi il y a ce tabou, mais il y a des médecins qui ne veulent pas en entendre parler des médicaments traditionnels. C'est des mamies qui disent ça. Ils vont mal te parler s'ils entendent parler des Lao Tahiti, parce que pour eux, c'est du n'importe quoi, les Lao Tahiti. Et s'ils me demandent, je suis obligé de mentir,
Parce que je les connais, les docteurs. Même si j'ai pris il y a un mois, je ne dis pas. Voilà. 95% des patients qui ont un cancer du poumon, qui ont une chimiothérapie, prennent du Rao Tai en même temps. Si vous ne le savez pas et si vous ne le respectez pas, ben, ils ne vont pas vous le dire et ça va mal se passer. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils vont dire après, la suivante. Voilà. C'est lui qui va la lire puisque c'est lui qui l'a prononcée. Ben oui, c'est la tienne. Vas-y. Alors, le carnet gravite autour du carnet. Toute la réflexion sur la culture, ça m'a permis de mieux faire les annonces ici, c'est-à-dire le fait de prendre en compte l'aspect culturel, le fait que les Polynésiens accordent beaucoup d'intention, de crédit à la médecine traditionnelle, au Rao Tai Chi. Ça m'a permis des fois de débloquer certaines situations, d'aborder ces sujets avec moins d'appréhension, de pouvoir parler plus librement de ces sujets et de ne pas se retrouver avec un patient qui est totalement réfractaire, fermé à la discussion, parce que je n'ai pas su trouver les sujets qui l'intéressent vraiment. Le Rao Tai Chi, par exemple, etc. Donc là-dessus, le carnet et tout ce qui a été réalisé autour, les séminaires, l'introduction à la médecine intégrative, ça m'a permis de mieux faire mes consultations d'annonce. Voilà. Alors la première fois que je l'ai rencontré, quand il était devenu médecin, parce que je l'ai connu externe, hein, je lui avais donné un travail sur le cancer du poumon d'ailleurs, donc il a bien mené son va. Voilà. Il m'appelle un jour, il était en oncologie, il me dit Eric, tu ne peux pas venir là parce que j'ai un malade, il ne veut rien entendre, il ne m'écoute pas, il ne veut pas le traitement, etc. Et donc je descends, je commence à parler au monsieur, et 5 minutes après, le monsieur regarde Hugues, ou 5 ou 10 minutes, je ne sais plus, et il lui fait. Il dit qu'est-ce que tu veux? Il dit Toté, la perfusion, on y va? Il dit comment ça on y va? Oui, tout de suite, là, on ne va pas perdre de temps. Voilà, c'est ça la force de la persuasion, et ça ne tient pas à des mots, ça tient plus à des attitudes qu'autre chose. La suivante, on va là. Apprendre la culture, le respect de chaque Tahitien, c'est surtout le partage, le vécu des gens. Ça, c'est des Polynésiens qui parlent, hein, des femmes atteintes de cancer du sein. C'est la meilleure chose à faire avant de venir ici. Comprendre la mentalité des Tahitiens et ensuite savoir parler la langue. Alors ça, je reste réservé sur cette assertion. Hein. Je suis ici depuis 29 ans, je n'arrive pas à parler votre langue. Voilà. J'arrive à parler la mienne, mais parler dans la vôtre. J'ai d'autres personnes qui la parlent mieux que moi et d'une façon différente, mais très pertinente. La suivante. Le recours à des traducteurs, on va voir, vas-y, passe. Voilà. Notre équipe, et vous le savez, vous l'avez vu, on a fait rentrer des tradipraticiens. Et normalement, lundi, ce fabuleux métier de néo-tradipraticien devrait être officiellement créé en Polynésie. Ça serait une première mondiale. Voilà, on vous l'annoncera. La suivante. Ça, c'est sûr, oui. Passe, voilà. Alors aujourd'hui, notre néo-tradipraticien, c'est quoi? C'est lui qui va vous parler à notre place dans votre langue. C'est un être qui est entre deux mondes, entre celui de la médecine conventionnelle à l'hôpital et celui du Rao Tai Chi. Voilà. Il maîtrise les deux mondes et il est à l'aise dedans. C'est le lien, le chaînon manquant. Voilà. La suivante. Voilà. Et là, il y a cette fameuse fiche des néo-tradipraticiens hospitaliers. Donc vraiment, le but, c'est de faire créer un métier et d'en avoir beaucoup. Donc de la gamme complète d'options de traitement, et oui, la médecine traditionnelle en fait partie, bien entendu. Et la refuser, c'est une erreur. Voilà, parce que le médecin qui nie la médecine traditionnelle, qui va dire, si le malade lui en parle, il va dire, il ne faut pas toucher à ça, c'est mauvais, il n'a rien compris. Voilà. C'est pas la médecine traditionnelle, c'est pas le problème, c'est la solution. C'est totalement différent. Voilà. Il faut passer de l'annonce, et on y va. Marili Aitata, c'est une catastrophe. Il faut bannir ce nom à jamais. Ça ne porte pas l'espoir, ça fout la trouille. C'est ça la mort. C'est Marili Aitata. Voilà, le ver qui bouffe l'homme. Ça veut dire quoi? Qui a été chercher un nom comme ça? C'est stupide. Il faut passer de Marili Aitata à la suivante. Au programme personnalisé de soins, donc personnalisé, chaque individu est différent. Il n'y a pas de vérité commune pour tout le monde. On l'a vu, les questions que vous avez posées, un traitement peut marcher chez l'un et pas chez l'autre. Et on n'a pas toujours les critères pour le savoir à l'avance. Voilà. Mais Aereimoa, c'est
une représentation culturelle, une équipe soudée autour du médecin, de l'infirmière, la famille, voilà, et un malade qui va bien, qu'on met dans un petit cocon et qu'on va conduire, parfois accompagné jusqu'à la fin de sa vie, bien entendu. Mais pour nous, voilà, quelqu'un qui est parti avec sa famille autour de lui dans des chants, des prières, sans souffrance. Quand j'arrive le matin et qu'on me dit il est décédé cette nuit, eh bien je dis voilà, nous avons fait notre travail. Ça n'a posé de problème à personne, on ne s'est pas engueulé, il n'y a pas de membres de la famille qui sont venus nous insulter parce qu'on était des tueurs. Non, on l'a accompagné et honnêtement, on n'a que des retours positifs en pneumologie. La suivante, c'est fini. Hein. Voilà. Vas-y, je crois. Oui, vas-y, avance, là, clique plusieurs fois. Bon, c'était la suivante. Alors, non, reviens sur celle-là, c'est fini. Ben ça, nous, à côté de ce travail humain, on fait du travail scientifique, hein, en particulier lui, hein, ce qu'il vous a dit sur les thérapies ciblées, les mutations, regardez, on le publie hein, dans des journaux internationaux, c'est pas de la rigolade, hein, c'est des revues à comité de lecture, c'est du sérieux. Parce qu'on travaille avec des équipes en France qui sont très fortes en matière de recherche et qui nous accompagnent. Et puis, on va au congrès tous les deux du cancer en Nouvelle-Zélande et on présente notre programme d'annonce. Voilà. Un programme d'annonce culturel. Alors, on dit en anglais, on dit « breaking bad news », c'est-à-dire casser la mauvaise nouvelle. Voilà. Donc, « Cultural Breaking Bad News Program in Integrative Thoracic Oncology in French Polynésien ». Et nos collègues maoris nous disent « mais c'est extraordinaire ce que vous faites ». Et regardez, il y a des tableaux, il y a des statistiques. Et voilà. C'est comme ça qu'on s'impose dans une communauté scientifique. C'est en apportant la preuve du travail qu'on a fait. C'est pas de dire « ah ben moi je sais ». Tu sais quoi? C'est ça, moi, quand on me dit « je sais », je dis « tu sais quoi ?» Ben, au bout de 5 minutes, je lui dis ben, « tu vois que tu sais rien. » Donc, apprends. Voilà. Je vous remercie. Alors, je finirai par une annonce avant votre question quand même. On organise le 22 octobre au 23. 23 octobre, à la mairie de Pirée, mais les Amazones sont déjà au courant. Hein, Marie-Christine m'a déjà donné son accord. Une journée de santé respiratoire, parce qu'on a un professeur qui vient de Toulouse, qui n'est pas spécialisé dans le cancer, mais on fera ça à la mairie de Pirée. Donc, nous, on a des actions, bien entendu, de formation professionnelle pour nos collègues médecins généralistes, infirmiers. Mais donc là, ça sera une journée publique sur le thème de la santé respiratoire de la femme. Et on va noter... Alors, vous savez que les programmes de lutte contre le tabagisme sont tous devenus des associations féministes. Ce sont les femmes qui portent le lambeau de la lutte contre le tabagisme. Pourquoi? Parce que dans les années 80, on a commencé à démontrer, et on se rapproche du fameux EGFR, que les femmes non fumeuses, d'origine en particulier asiatique, et la population polynésienne a des origines asiatiques, étaient plus touchées par le cancer du poumon que les autres catégories de femmes. Et que le responsable de tout ça, c'était le tabagisme passif. Et donc les femmes, en particulier aux États-Unis, se sont lancées dans des vastes programmes de lutte contre le tabagisme. Assez agressives d'ailleurs par moments. Les Américaines, elles ne sont pas fines. Donc allez, un mâle qui fume dans un ascenseur à l'époque avec des femmes à côté se faisait agresser, quoi. Voilà. Donc on vous proposera ça, il y aura des tests du souffle, il y aura les Amazones, donc bien sûr, vous pourrez parler de tous les cancers, hein, ça ne sera pas que du respiratoire, hein. Vous pourrez venir avec vos stands. Donc le matin, on envisage de faire quelque chose avec les écoles pour leur faire un peu de sport, et puis l'après-midi, de faire des tests du souffle, etc. Vous. Et puis le soir, à 18h, il y aura une grande soirée avec le professeur qui répondra à toutes les questions sur l'asthme, les allergies, voilà. Et la BPCO. Voilà.